Bonjour à tous, bienvenue dans Politique et Économie, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Notre invité cette semaine, Antonio Impellizzeri. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Bergerot. Antonio Impellizzeri, vous avez une formation d'expert comptable ainsi qu'un Master 2 en management des établissements sociaux et médico-sociaux. Vous avez été responsable comptable dans l'industrie, puis directeur financier d'un grand hôpital et directeur d'un EHPAD, avec un passage, il faut le noter, dans l'enseignement comme professeur d'économie-gestion. Vous êtes aujourd'hui chef d'entreprise depuis une quinzaine d'années. Vous avez fondé une société d'aide à la personne, Domicile Bonheur. À l'INSEE, rentrons dans le vif du sujet avec vous tout de suite. L'INSEE recense plus de 4000 défaillances d'entreprises par mois depuis le début de l'année 2023. Un terme pudique, défaillance d'entreprise, qui signifie en fait la mort d'une entreprise par dépôt de bilan. En tout cas, c'est ce qui mène au dépôt de bilan. Une situation qui s'explique notamment par la fin des protections et des aides accordées par l'État durant la période du Covid, avec notamment les fameux prêts garantis par l'État, les PGE. Votre entreprise, Antonio Impellizzeri, n'a pas échappé à la calamiteuse gestion du gouvernement. Votre chiffre d'affaires a baissé dès avril 2020 de 50%. De PME, votre entreprise a régressé en TPE, retrouvant son activité de 2010. Vous avez donc créé, il y a un an à peu près, le CIERP, collectif syndical interprofessionnel des entrepreneurs résilients et proactifs. À partir de documents de la Cour des comptes, vous avez osé adresser un courrier au ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, préconisant l'effacement des PGE au bénéfice des petites entreprises, les TPE et les PME, les moyennes entreprises. Avant d'aller plus loin, Antonio Impellizzeri, que se serait-il passé si l'État n'avait pas accordé ces fameux PGE, prêts garantis par l'État, à toutes ces entreprises qui étaient dans l'incapacité de gérer leur activité en raison du fait qu'il y avait eu ces confinements? Mais en fait, c'est très simple. Toutes ces entreprises-là à qui on a retiré le chiffre d'affaires violemment seraient mortes immédiatement par asphyxie. C'est aussi clair que ça. Donc en fait, on se retrouve dans une situation où la mort par asphyxie immédiate a été remplacée par une mort à petit feu. On en est là aujourd'hui. Donc l'État a malgré tout bien fait de lancer cette opération de prêt garanti par l'État pour sauver les entreprises. Alors, c'était un sauvetage, on va dire, empoisonné, puisque c'était pour faire croire, puisqu'on est toujours dans un phénomène illusoire, où on fait croire des choses, et en fait, il faut penser à l'inverse. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, comme beaucoup, j'ai été sidéré de la situation, qui était une situation inédite d'un point de vue mondial. Et d'ailleurs, dans toute l'histoire de l'humanité, c'était la première fois qu'on vivait une telle situation. Et immédiatement, quelques semaines plus tard, donc dès le mois d'avril 2020, j'ai perdu 50% de mon chiffre d'affaires, comme vous l'avez rappelé. Et en fait, c'est ma banquière qui est venue me solliciter, en fait, comme si elle m'avait démarché, pour me dire qu'il faudrait que je prenne un PGE, sinon que mon entreprise elle n'allait pas tenir. Oui, donc c'est pas vous qui êtes allé vers la banque, c'est d'ailleurs assez cocasse comme situation, mais on va y venir avec vous. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer le fonctionnement de ces PGE, Antonio Impellizzeri? Quelle a été la somme investie dans les PGE et qui en a bénéficié? D'accord. Alors, en fait, là, j'ai repris mes notes. Donc, en fait, il y a eu 140 milliards d'euros de PGE qui ont été octroyés à plus de 682 000 entreprises. Des entreprises de toute taille, ça allait de la micro-entreprise jusqu'aux grands groupes internationaux qui avaient été impactés par la crise dite sanitaire. Donc, sur ces 682 000 bénéficiaires, 553 000, soit 81%, sont des très petites entreprises, des TPE. Et ensuite, vous avez
95 000 autres bénéficiaires, soit 14%, qui ont été classés par Bercy en PME. Donc TPE-PME, ça représente quasiment 100%, en fait. Ça représente 95%. 180 milliards, donc... 140 milliards. 140 milliards, excusez-moi, donc accordés en PGE aux entreprises. Est-ce que donc, vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette garantie du PGE ? Alors, il faut savoir que lorsque toute entreprise emprunte à sa banque, elle doit donner des garanties à sa banque dans le cas où elle deviendrait défaillante pour une raison ou pour une autre. Et donc, en général, les garanties classiques, c'est que le patron, il va signer une caution solidaire. Donc, en fait, si son entreprise n'a plus les moyens de rembourser le prêt accordé, ben, en fait, le banquier, ben, il se sert sur les biens du patron. Donc, la maison, la voiture, tout ce qu'il a, quoi. Voilà. Mais là, il n'y a pas eu de caution. Donc, en fait... Au nom de quoi ? Au nom de quoi il n'y a pas eu de caution ? Parce qu'il fallait aller vite ou c'est quoi en fait ? Parce qu'il fallait aller vite et puis en fait, j'expliquerai ça plus tard. Ce prêt-là a été accordé avec des vues, on va dire, un petit peu spéciales, mais j'y viendrai tout à l'heure. Ouais. Donc en fait, c'est quoi cette garantie ? Donc l'État a décidé d'accorder cet argent, qui s'est avéré un argent empoisonné, à toutes ces entreprises. Donc le banquier il a dit oui mais bon c'est nous qui le versons, vous inquiétez pas, c'est la Banque de France qui va verser ça, donc la BPI, la Banque publique d'investissement, et si jamais l'entrepreneur ne peut pas rembourser, eh ben nous l'État on va vous rembourser 90% de ce prêt. D'accord. Et après il y a les 10%. Alors pour les 10%, ça, les banques s'assoient dessus. Parce que là, ils n'ont même pas demandé non plus aux chefs d'entreprise la moindre garantie. D'accord. Est-ce que vous avez des critiques à faire quant à la répartition de ces PGE entre les différentes entreprises françaises qui y ont eu droit ? C'est pas les entreprises qui en avaient le plus besoin qui se sont vues octroyer ces prêts-là. Parce que d'après les chiffres de la Cour des comptes, sur lesquels je me suis basé et que Bruno Le Maire a eu entre les mains, 60% des montants des PGE, c'est-à-dire 84 milliards, donc 140 milliards multipliés par 60%, ont été octroyés aux 10% des entreprises les plus grosses. D'accord, donc l'État a donc favorisé les plus grosses entreprises qui ne représentent pas le tissu le tissu entrepreneurial français qui est principalement composé de TPE-PME. Voilà. Et en fait, il faut savoir que les grosses entreprises, elles ont des capacités financières que les petites n'ont pas. Donc, c'est là où commence à blesser le bas, on va dire, puisque ces 10% des entreprises les plus grosses ont des capacités de remboursement. Et les 40% des montants des PGE, donc c'est-à-dire 140 milliards multipliés par 40%, ont été accordés aux restants des entreprises, c'est-à-dire aux 90% des TPE-PME qui, elles, n'ont aucune capacité de remboursement. D'accord, donc qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion sur la stratégie de l'État de donner plus aux gros qu'aux petits ? La stratégie de l'État, pour moi, c'est une stratégie de favoritisme envers les grosses structures par rapport à un plan qui dépend pas seulement de la France, mais qui est réfléchi au niveau mondial, où effectivement il faut favoriser le transfert du patrimoine des classes moyennes vers les plus riches, ou appelons ça autrement, favoriser une concentration des capitaux entre les mains d'une petite caste les plus riches. Je donnais mon exemple aux auditeurs ou aux téléspectateurs. Assez régulièrement, moi j'ai des grosses entreprises dans mon secteur d'activité qui m'appellent, bon ils vous flattent, etc. Et puis après à la fin ils vous disent bon, on va pas vous laisser comme ça dans l'embarras, dans la difficulté, Monsieur Impellizzeri, et on se propose de vous racheter votre entreprise. Vous serez pas le patron de l'entreprise, vous serez plus le patron, mais vous serez quand même le responsable de vos agences. Mais vous comprenez que bon votre entreprise elle vaut plus rien, on le regrette, donc on va vous la racheter. Alors quand vous leur demandez combien, ils vous disent 1 euro. À l'euro symbolique. Voilà. D'accord. Voilà. Donc en fait, c'est un exemple. Moi, petit chef d'entreprise, faisant partie des classes moyennes, on veut me dépouiller.
Et ce PGE, c'est un super outil pour permettre cet objectif funeste. Vous nous le disiez tout à l'heure, Antonio Impellizzeri, que c'est pas vous qui êtes allé vers la banque, mais la banque qui vous a sollicité pour que vous contractiez un emprunt avec elle. C'est quand même cocasse comme situation, c'est inédit ça. Oui, c'était la première fois. Et puis en plus, la banque vous sollicite, elle vous demande même pas de garantie. Bon, bah, vraiment. Bon, après, je me suis fait avoir. Hein. Moi, je suis humble. Hein. Je dis déjà à tous les internautes qui vont dire, ouais, ben voilà, c'est un patron, il sait ce que c'est qu'un prêt. Hein. Un prêt, ça se rembourse, etc. Ouais. Mais non, le patron que je suis, il a des emplois à gérer. C'était ça ou c'était la mort immédiate et tout mon personnel s'est retrouvé au chômage. Accorder des prêts donc à des entreprises sans savoir si elles seraient en capacité de rembourser, ça fait un petit peu penser à ce qui s'est passé avant 2007, à savoir la crise des subprimes. Oui, voilà, je vous remercie de faire ce parallèle très pertinent, Monsieur Bergerot, puisque effectivement, lors de cette crise, qu'est-ce qui s'est passé pour les téléspectateurs qui ne savent pas ce que c'est ? Donc, ça s'est passé aux États-Unis. On avait des personnes de classe moyenne ou de classe populaire à qui on a fait miroiter qu'ils allaient devenir propriétaires. Et donc, on leur a ouvert les vannes des crédits bancaires. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'on leur a accordé des crédits, sachant pertinemment qu'ils ne pourraient jamais le rembourser. Et en pertinemment, on savait pertinemment. Oui, puisqu'en fait, tous ces pauvres futurs propriétaires se sont retrouvés à la rue. Entre-temps, les banques ont fait ce qu'on appelle une opération de titrisation, c'est-à-dire qu'elles ont cédé les prêts accordés aux futurs propriétaires, futurs ex-propriétaires, à des sociétés faisant partie du même groupe, qui elles-mêmes ont découpé les créances et des techniques financières. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Les fameux produits toxiques, quoi. C'est un peu ça, oui. Ouais. Et donc, ils ont joué avec l'argent sur les marchés financiers. Ça a fait augmenter la bulle financière. Et donc, on en est arrivé à cette crise des subprimes avec des SDF en plus aux États-Unis. Pour qu'on sache bien à quoi ont servi ces PGE, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les entreprises les ont utilisés ? Alors, comment vous, dans le cas de votre entreprise, avez-vous utilisé ces PGE ? Je crois que vous avez eu 94 000 € de PGE. Tout à fait. Alors moi, ça a été simple. Comme la majorité des entreprises, je les ai utilisés pour retarder la faillite. Donc en fait, ça m'a permis de tenir quelques mois. Cet argent a été absorbé en quelques mois. Et ensuite, les gens qui comprennent pas trop, parce que c'est pas évident de comprendre tous ces mécanismes financiers et comptables. Certains vont dire, mais comment que ça se fait ? Il a encore son entreprise. Il vient d'expliquer que son argent était absorbé. Comment il fait à vivre ? C'est simple, messieurs, dames. Je me paye plus. J'ai plus de rémunération. J'ai pris des mesures drastiques d'économie. J'ai pris des mesures de gestion très importantes pour mon entreprise pour préserver les emplois. Donc, je vis sur le salaire de mon épouse. Voilà la triste réalité. Pour le remboursement... Alors après, je voudrais dire quand même aussi, il y a quand même eu des effets d'aubaine. Parce qu'il faut savoir, parce qu'il y a des petits filous, ils ont pris ce PGE alors qu'ils n'en avaient pas besoin. Donc certains se sont payés des vacances, certains ont changé leur voiture, certains ont investi dans l'immobilier. Voilà. Alors ça doit être les amis du pouvoir, certainement. D'accord. Mais nous, les vrais patrons, les vrais créateurs de richesse, nous, on en est là aujourd'hui, on est dans une très grande difficulté. Alors, une fois qu'une entreprise donc a signé ce PGE, pour ce qui concerne la phase du remboursement, est-ce que les grandes entreprises sont traitées par l'État comme les petites ? Je suis obligé de dire que non. Traité par les banques, puisque c'est aux banques que c'est les banques qui demandent aux entreprises d'être remboursées. Oui, mais si vous voulez, là, on est au cœur de la finance étatique où il y a des liens, je vais pas aller jusqu'à dire mafieux, mais il y a des liens entre l'État et les banques. C'est ce qu'on appelle la finance étatique. Et donc... c'est une de mes adhérentes que je salue, d'ailleurs je salue tous mes adhérents, qui m'avait donné cette information. Donc moi, je l'ai lancée sur les réseaux sociaux. Et donc il y a un de mes amis, je ne vais pas citer son nom, mais il se reconnaîtra,
qui est un grand lanceur d'alerte, qui a diffusé cette information. En fait, c'est tout simple. Il y a une entreprise toulousaine que je citerai, puisque c'est pas moi qui le dis, c'est le Canard enchaîné qui l'a révélé, qui s'appelle Latécoère, qui se trouve en région toulousaine, donc elle est dans l'aéronautique. Et cette entreprise toulousaine appartient à un groupe américain qui s'appelle Searchlight et qui a son siège social dans les îles Caïmans. D'accord. Paradis fiscal reconnu dans le monde entier. C'est quand même fou, quand même, il y a du hasard. Hein. Le hasard fait bien les choses. Hein. Donc, ce patron de cette entreprise toulousaine, alors peut-être qu'il mange des petits fours à l'Élysée, c'est pas mon cas, je le dis à tout le monde. Hein. Et donc, il a été voir son ami M. Macron. M. Macron lui a donc effacé, tenez-vous bien, chers téléspectateurs, chers chefs d'entreprise, 110 millions d'euros de PGE. D'accord. Effacé, donc il n'a pas à rembourser, quoi. Ah ben non, on lui a effacé. Hein. Voilà. C'est comme ça que ça se passe dans ce beau pays. D'accord. Et puis, il n'y a pas que cette société-là. Hein. C'est un article qui date de novembre 2022. Bercy entrouvre la porte aux abandons de PGE. Bon, je ne vais pas citer les entreprises, mais c'est marqué que les... Bah si, allez-y. Un fournisseur aéronautique, BT2I, effacement de son ardoise, fonds d'investissement Tikeo Capital, société de scooters électriques Cityscoot, qui compte parmi ses actionnaires la RATP et la Banque des Territoires, filiale de la Caisse des dépôts. Bon, entre copains, c'est bien quand même. Hein. D'accord. Salut, tu peux m'effacer mon petit PGE ? Par contre, il y a un petit patron là sur le territoire, lui, il écrit au ministre pour son entreprise, mais pas que. Pour tous ses adhérents et pour toutes les entreprises de France qui sont dans la difficulté, on l'envoie sur les roses. Mais je vais y venir. Voilà. Alors, mais il y en a eu d'autres. Hein. Avançons avec vous, Antonio Impellizzeri, donc au sein de votre syndicat, le CIERP, CSIERP, collectif syndical interprofessionnel des entrepreneurs résilients et proactifs. Vous vous êtes penché sur la question de la médiation du crédit, qui est donc cet organisme qui est chargé d'aider les entreprises à gérer leur PGE, en tout cas le remboursement via l'échelonnement. Pourquoi dites-vous, en l'occurrence, que c'est un piège, cette médiation du crédit? Alors, je vais tout expliquer et après, je vais vous montrer un document qui émane de la Banque de France que j'ai avec moi, où c'est écrit noir sur blanc. Bien sûr, il ne marque pas, c'est un piège. Mais quelqu'un qui sait lire et qui va bien écouter ce que je vais dire va comprendre tout de suite que c'est un piège. Alors, avant de vous montrer le document de la Banque de France, je vais vous expliquer effectivement pourquoi c'est un piège. Donc, tout d'abord, dès l'instant qu'on passe par cette procédure illusoire, on obtient tout de suite une cotation Banque de France très négative. Ensuite, il y a une annulation de toute possibilité du moindre crédit, y compris une simple facilité de caisse. Par exemple, si la petite entreprise elle avait ne serait-ce qu'un petit découvert de 5 000 €, hop, terminé. Si l'entreprise a besoin de financer des décalages de trésorerie, elle va dire est-ce que je peux avoir au moins une carte bancaire avec débit différé ? Non, parce que vous êtes en médiation du crédit. Voilà. Après, l'entreprise elle est placée sur surveillance étroite. Hein. Vous devenez un paria. Donc, il y a une période minimale de probation de 12 à 18 mois. Il n'y a pas d'annulation du risque d'être en cessation des paiements et donc d'être en redressement judiciaire puis liquidation judiciaire. Donc en fait, je l'expliquerai aussi par la suite si on a le temps. Dès l'instant que vous rentrez dans ce genre de procédure collective, c'est l'antichambre du cimetière. Ensuite, ça je l'ai dit, mais je le répète, vous avez des rapaces qui vous appellent pour vous racheter votre entreprise pour 1 € symbolique. Alors là, j'ai fait référence au gourou, notre cher président, qui a dit, donc M. Klaus Schwab, vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Donc ça, c'est le président du Forum économique mondial, Klaus Schwab. Oui, Klaus Schwab. Qui avait écrit dans son ouvrage Covid-19, la grande réinitialisation. Voilà, donc nous, on ne possédera plus rien et on sera heureux, et lui, il possédera tout. Donc ça, c'est une citation qu'on peut retrouver sur le site du Forum économique mondial. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc en fait, ce PGE, quoi qu'il en coûte, ça a été un bel outil. Puis il y a aussi quelque chose de très important aussi, qui explique pourquoi c'est un piège, puisque c'est également marqué dans le rapport d'un sénateur que j'ai rencontré, M. Jean-François Husson, puisque je peux citer son nom, puisque c'est un sénateur qui a été élu par les Français. Je l'ai rencontré. Et donc, dans son rapport que j'ai là, page 92, si j'ai bonne mémoire,
c'est marqué que la garantie de l'État est perdue. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la possibilité pour la banque de retrouver ses outils habituels d'asservissement par la dette des pauvres, j'ai envie de dire les pauvres gueux que nous sommes, nous, les petits chefs d'entreprise. Caution, etc. Alors, rapport de M. Jean-François Husson, que j'ai rencontré, pour rien. Mais bon, voilà, il m'a quand même reçu, il m'a fait ce privilège. Voilà. Rapport d'information fait au nom de la Commission des finances sur les prêts garantis par l'État. Donc, rapport du 12 mai 2021. Alors, page 92. Page 92. Oui. Alors, toute restructuration de l'endettement impliquant un PGE et conduisant à un étalement au-delà de la durée limite de 6 ans, je vais en parler, c'est dans le document Banque de France, rend le prêt caduc avec une conséquence immédiate, la perte de garantie de l'État. C'est écrit noir sur blanc. D'accord, donc ça, expliquez-nous pourquoi l'État se désengage de sa garantie alors. Alors, je vais y venir, mais d'abord, il faut que les gens qui nous écoutent comprennent une chose. Donc, je vais essayer d'être le plus pédagogique possible. Si on passe par le médiateur du crédit, c'est pour échelonner sa dette. Oui. Puisque, au départ, le PGE, on devait le rembourser en 1 an. Et après, ils ont dit non, il y aura 1 an de différé, vous le rembourserez en 5 ans. Oui, c'est ce qu'a dit Bruno Le Maire. Voilà, c'est ce qu'il a dit Bruno Le Maire. Il ne l'a pas écrit, mais il l'a écrit quand même. Bon, j'allais faire une petite allusion à autre chose dans ses écrits, mais bon, peut-être pas maintenant. Mais voilà, bon, bref, je garde le sourire malgré tout. Donc, je répète, les prêts garantis par l'État devaient être remboursés au préalable en 5 ans. Et ensuite, vu que les fondamentaux vertueux de l'économie sont très loin d'être revenus, beaucoup d'entreprises, ça se compte par centaines de milliers, ne peuvent pas le rembourser. Donc, on leur dit, allez voir le médiateur du crédit. Quand ils vont voir le médiateur du crédit, on va leur dire, bon, ok, vous ne pouvez pas le rembourser en 5 ans, allez, vous allez le rembourser en 10 ans. Donc, au lieu de rembourser 2 000 € par mois, vous allez rembourser 1 000 € par mois. Sauf que, je le répète, quand le remboursement du prêt doit se rembourser avec un échelonnement au-delà de 6 ans, la garantie de l'État est perdue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? La banque, elle n'a pas du tout intérêt à accepter qu'on aille voir le médiateur du crédit. Parce que vous avez compris qu'elle ne pourra pas récupérer ses 90%. Vous dites que les banques ont tout intérêt à mettre en défaut les emprunteurs PGE. Donc, en fait, c'est de ça dont vous êtes en train de parler. Oui, et en plus, c'est marqué dans le rapport de M. Jean-François Husson. Dès lors, je lis, dès lors, pour la banque, il pourrait être préférable de mettre l'entreprise en défaut et de bénéficier immédiatement de la garantie. D'accord. Voilà, c'est aussi clair que ça. Alors maintenant, je prends un document qui émane de la Banque de France. C'est un document qui date de janvier 2022, qui a été établi par le médiateur national du crédit. Alors je ne sais pas si c'est encore le même, en tout cas là c'est Frédéric Wieniawski. La médiation du crédit, outil d'accompagnement de la sortie de crise. Je ne sais pas ce qu'ils appellent sortie de crise, mais bon, on est toujours dans l'illusion comme d'habitude. Donc qu'est-ce qu'il nous raconte ce rapport ? Alors, qu'est-ce qu'il raconte ce rapport ? Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, la médiation du crédit, elle n'est ouverte qu'au PGE jusqu'à 50 000 €. Au-delà, on va en parler après. Mais donc, jusqu'à 50 000 € de PGE, vous pouvez aller voir un médiateur du crédit. Qu'est-ce que ça implique ? Je lis. Une restructuration de tout crédit a des conséquences pour l'entreprise, avec le classement en prêt non performant de tous les crédits dans les comptes de la banque. Ce n'est pas seulement le PGE, c'est tous les crédits dans les comptes de la banque. Des difficultés à obtenir de nouveaux financements. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je prends toujours cet exemple-là. Le restaurateur qui fait des pizzas, par exemple, il y a son four qui tombe en panne. Qu'est-ce qu'il fait ? Il peut même pas le changer s'il n'a plus d'argent. Si déjà il est assommé par son PGE qu'il ne peut déjà même pas rembourser. Et en plus, la banque va lui refuser un prêt pour réparer ce four, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Parce que difficulté à obtenir de nouveaux financements. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Une période de probation d'1 an minimum et potentiellement pendant tout ou partie de la durée du plan de restructuration. Ça veut dire que vous êtes fiché Banque de France, vous êtes un paria pendant toute la durée de la restructuration. Et
ils le disent pudiquement, des possibles effets sur les relations commerciales. C'est pas des possibles, c'est des effets très délétères sur les relations commerciales. D'accord. Donc en fait, c'est pas la peine. Donc, Toujours en fait, concernant les banques, peut-être, Antonio Impellizzeri, oui. Vous dites qu'elles ont joué avec l'argent des PGE sur les marchés financiers. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus? Tout à fait. Alors, effectivement, on est dans le cadre d'un amusement avec l'argent des PGE, comme nos chers banquiers le savent le faire. Ce qui s'est passé, c'est qu'elles se sont refinancées auprès de la Banque Centrale Européenne à taux zéro et même à taux négatif. Ça a d'ailleurs été la plus grosse opération de refinancement auprès de la Banque Centrale Européenne depuis 2012, puisqu'en effet, alors voilà, oui, il y a eu plus de 1600 milliards d'euros en tout qui ont été refinancés auprès de la Banque Centrale Européenne. Alors là, j'ai un article sur lequel je me suis basé. Il a été écrit par un comité qui s'occupe de tout ce qui est dette illégitime. Donc en fait, voilà ce que je vais vous lire. Donc, les banques se sont précipitées au guichet ouvert par la Banque Centrale Européenne afin de bénéficier de taux négatifs. 742 banques ont ainsi demandé plus de 1300 milliards d'euros à la Banque Centrale Européenne mi-juin 2020, en pleine pandémie. Moi, j'appelle ça une pandémie. Au moment où elle multiplie les PGE, soit la plus grosse opération de refinancement de la Banque Centrale Européenne depuis 2012. Et l'opération a été répétée en mars 2021, cette fois à hauteur de 330 milliards supplémentaires. C'est là qu'on en arrive à nos 1600 milliards d'euros. C'est quoi la conséquence ? C'est génial pour la banque. Elle a renforcé ses fonds propres grâce à cette disposition. Du coup, elle justifie d'un bilan solide et elle décuple leurs avoirs sur les marchés financiers. C'est le même principe en fait qu'avec la crise des subprimes. Plus elles accordent de crédit, plus elles se refinancent, plus elles jouent avec l'argent, etc. Puis là, bientôt, ça, j'alerte. Là, on se dirige vers une crise financière très, très, très importante. Mais est-ce que l'État a été complice de ce détournement des banques pour aller jouer sur les marchés financiers ? Incontestablement. Incontestablement, puisque l'État a légiféré afin de favoriser la circulation des prêts garantis par l'État sur les marchés financiers. Arrêté gouvernemental du 6 mai 2020, qui est venu s'ajouter aux dispositions initiales décrétées le 23 mars 2020. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Grâce à tout ça, les banques qui ont fait crédit au titre du PGE ont pu titriser, on en revient toujours au même, sur les marchés financiers avec un risque de perte proche du néant, puisque l'État continue d'assurer la majorité du risque encouru, même en cas de titrisation. Et moi, je pense que c'est quand même irresponsable pour un État qui gère les finances publiques. Et c'est également irresponsable pour le sénateur que j'ai rencontré. Je l'ai relancé. Apparemment, il veut pas se mouiller. Alors, je préfère quand même le dire. Parce que là, le sénateur que j'ai rencontré, il est quand même rapporteur général du budget. Donc, c'est pas rien. Donc, en fait, si ces braves messieurs-dames ne bougent pas, ils prennent un risque énorme de recréer une nouvelle crise financière identique à celle qui s'est passée en 2007 avec les subprimes. D'accord. Et donc, c'est quand même effectivement irresponsable. Alors, on va faire une pause, Antonio Impellizzeri, et on verra dans une deuxième partie que vous avez intenté une action en justice contre votre banque à l'aide d'un avocat et, in fine, vous avez dit au juge « je ne paierai pas mon PGE ». On va détailler ça tout de suite après la pause. Alors, pour continuer notre entretien avec Antonio Impellizzeri, on va prendre le cas de son entreprise, puisque vous avez réussi, vous en tout cas, à vous sortir du pétrin dans lequel l'État vous avait mis avec ce fameux PGE. Commençons par cette première question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous dire comment va votre entreprise, quelle est votre autonomie financière aujourd'hui ? C'est très simple, mon autonomie financière a été réduite à néant. Encore une fois, je vis sur le salaire de mon épouse. Moi, je n'ai plus de rémunération. Et en fait, j'ai pris des mesures drastiques d'économie.
de façon à faire en sorte que mon entreprise perdure pour préserver les emplois. Alors, si vous vouliez rembourser votre PGE, est-ce que donc votre entreprise ne serait absolument pas en capacité de le faire? Non, non, absolument pas. D'ailleurs, le ministre de l'économie a eu une note de mon expert comptable qui explique tout ça dans le détail. Moi-même, qui ai une formation d'expertise comptable, j'ai abondé la note de mon expert comptable justement avec encore plus de détails, en expliquant effectivement que mon entreprise est viable. La preuve, je suis encore là, mais avec des mesures drastiques d'économie, hors remboursement PGE. Parce qu'en fait, rembourser un PGE, c'est strictement impossible. Hein, votre banque s'est mise en contact avec vous pour commencer le remboursement de ce PGE? Ah non. En fait, moi, j'ai anticipé les choses, parce que j'ai rien remboursé. Et effectivement, je ne rembourserai rien du tout, puisque j'ai tout de suite perçu... J'ai envie d'employer ce terme d'escroquerie. Hein. Après, les avocats du CIERP, on a une équipe d'avocats très compétents qui pourront l'expliquer. Comment dire ce prêt n'est pas remboursable, puisque... Alors ça, on va peut-être l'évoquer dans une troisième partie. Anthony Pellizzeri, j'aimerais, avant que l'on sache combien de TPE, PME en France doivent encore rembourser ce PGE. D'accord. Alors, elles sont 400 000. Sur les 600 000, c'est un calcul tout simple. Vous en avez un tiers qui a remboursé. Donc, complètement son PGE. Donc, en fait, c'est les 2 tiers qui restent. Donc, ça se monte à combien, à peu près? En fait, il reste 37 milliards à rembourser. D'accord. Donc, la dette des entreprises ayant contracté un PGE, donc c'est 37 milliards. Voilà. Moi, je traite les TPE, PME. Est-ce que vous savez combien de personnes ce PGE met en risque de se retrouver au chômage? Oui. Si l'État ne fait pas ce geste d'effacement, c'est 1 million de chômeurs supplémentaires. Au bas mot, 1 million de chômeurs supplémentaires. Et donc ça représente combien de pertes par rapport au produit intérieur brut français? Ça représente une perte de 3% du PIB, soit 75 milliards d'euros. D'accord. Donc en fait, moi c'est ce que j'ai dit au ministre de l'économie. Oui, pourtant, vous lui avez adressé un courrier, alors en tout cas, pas à lui, mais à ses services, parce que je suppose que c'est pas lui en personne. Non, en fait, je suis passé par le sénateur que j'ai rencontré, qui est un ami donc de Monsieur le maire, et donc il a eu tous les documents donc de mon expert comptable, ma note à moi, plus un document avec des éléments macroéconomiques en faveur de l'effacement de ces PGE pour les TPE-PME. Et effectivement, dans ce document, que j'ai là, voilà, ça tient sur à peine 2 pages, on lui explique qu'il pourrait faire un geste d'effacement à hauteur de 37 milliards d'euros. Et s'il ne le fait pas, il s'assoit sur 75 milliards d'euros. C'est pour ça que c'est incompréhensible. C'est quand même simple. Mais est-ce que cet effacement pourrait être prévu par le caractère juridique du PGE, c'est-à-dire par la garantie que l'État a mis dans ses emprunts? Non, mais là, la garantie ne joue pas. Là, on est dans le cadre d'un sauvetage où on ne peut pas laisser des entreprises à qui on a supprimé du chiffre d'affaires rembourser un crédit qu'elles ne peuvent pas rembourser. Parce que l'État va vous dire, mais monsieur, vous avez contracté un prêt, vous avez signé ce papier, donc pourquoi est-ce que ça serait à moi, État, de rembourser cette dette? Mais parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'État, ce qu'il a fait, c'est une pure ineptie d'un point de vue économique. Il a remplacé du chiffre d'affaires par de la dette. C'est là où réside l'ineptie. Mais c'est également une tromperie, puisque... Imaginez. Il va vous dire qu'il n'avait pas le choix, qu'on était en Covid, qu'il fallait confiner tout le monde. Mais moi, je ne rentrerai pas sur ce terrain-là, parce que le Conseil d'État, il a validé toutes ces mesures, je ne vais pas employer un terme, peu importe, puisque tout le monde savait qu'il y avait un virus tellement dangereux qu'il y avait des cadavres partout, il fallait qu'on enjambe les cadavres dans les rues. Donc le Conseil d'État, il a donné raison à l'État. Donc ce n'est pas la peine de l'attaquer, puisque sur ce point-là, il est couvert. Mais... il faut savoir qu'il y a un droit bancaire qui existe. Et les banques, elles devaient, au minimum, s'enquérir de la capacité de remboursement
de leurs emprunteurs. Parce qu'elles ont un certain nombre de devoirs et d'obligations envers leurs emprunteurs, un devoir de loyauté, devoir de prudence. Et au minimum, elles devaient demander des documents au patron. Voilà, donnez-moi Est-ce qu'elles l'ont fait? Ah ben non. Mais pourquoi elles ont violé la réglementation alors? Parce que, vous savez comment que ça se passe, hein, les gros patrons de banque sont copains avec M. Bruno Le Maire et M. Macron. Bon, bah ok, allez hop, accordez-leur le PGE, ces pauvres petits patrons là, ils ne pourront jamais le rembourser. Mais, puis après voilà, après vous leur faites croire qu'ils vont en médiation du crédit. Et puis il n'y a pas de problème, on va les aider. Comme M. Le Maire me l'a écrit, hein, on ne va pas vous laisser tomber, M. Impellizzeri. Hein. Allez voir un médiateur du crédit. Hein. D'ailleurs, M. Impellizzeri, voici le numéro de 2 conseillers départementaux à la sortie de crise. Je les ai spécialement mandatés pour vous. Je vous fais un grand privilège. Il n'a pas écrit ça, mais c'est ce que ça voulait dire. Mais est-ce que vous pensez qu'en conscience, le ministre de l'économie sait que ces médiateurs ne vous seront d'aucune aide? Mais bien sûr, puisque... Mais quel est l'intérêt alors pour l'État de mettre des entreprises françaises en faillite? L'intérêt, c'est de suivre le plan de M. Klaus Schwab, c'est-à-dire le transfert des patrimoines des classes moyennes vers les plus riches et favoriser la concentration des richesses entre les mains d'une petite caste, une caste égoïste et cupide. C'est ça. Et donc en fait, le médiateur du crédit, en fait moi c'était un conseiller départemental à la sortie de crise. Donc, il m'a appelé, hein, donc il m'a dit, voilà, monsieur Impellizzeri, je vais pas dire son nom parce que ce monsieur, il était sympa, j'ai passé 1 heure avec lui au téléphone, et donc il a besoin de manger, je vais pas le citer. Donc en tout cas, pendant 1 heure au téléphone, on a discuté et il m'a dit, monsieur Impellizzeri, j'ai vu les chiffres que vous avez envoyés à monsieur le ministre, vous avez parfaitement raison, je trouve ça étonnant quand même qu'on ne vous ait pas suivi. Je suis vraiment désolé, moi il m'a dit de vous appeler, je vous appelle, mais vous avez parfaitement raison, j'ai aucune solution pour vous. La médiation du crédit, ce n'est absolument pas une solution. Je lui dis, je suis content de vous l'entendre dire. Effectivement, là, ce que nous a demandé le ministre, c'est d'organiser notre propre mort. Il fait, malheureusement, vous avez raison. Alors après, il me fait... Les chiffres... C'est dingue, oui. Ouais, c'est dingue, hein. Les chiffres... allez-y. Je voudrais juste te dire, quand je lui ai dit les chiffres qu'on a dit maintenant, là, soit effacer 37 milliards d'euros ou s'asseoir sur 75 milliards d'euros de PIB, je lui ai dit, voilà, monsieur le conseiller départemental à la sortie de crise, moi, vous savez, moi, je suis qu'un petit chef d'entreprise. Hein. J'ai pris les chiffres qui existaient, hein, la Cour des comptes, etc. Et j'en ai fait une synthèse, ça tient sur un peu moins de 2 pages. Et voilà, moi, je suis pas ministre, mais j'ai envoyé ces chiffres au ministre. Moi, pourquoi je sors ces chiffres? D'accord, j'ai quelques notions d'économie, ok, mais bon, voilà, n'importe qui aurait été capable de sortir ces chiffres-là et d'en tirer les conséquences. Moi, je suis pas ministre. Vous savez ce qu'il m'a dit? Et j'en fais pas une gloire. Il m'a dit, c'est bien dommage, monsieur. D'accord. Voilà. Alors venons-en. C'est pour ça que je ne veux pas le citer, ce brave conseiller départemental à la sortie de crise. Antonio Impellizzeri, venons-en aux solutions que vous proposez dans votre syndicat. Donc, en quoi consiste ce que vous proposez dans votre CIERP? Je répète, l'intitulé Collectif syndical interprofessionnel des entrepreneurs résilients et proactifs. Alors, je propose tout d'abord une méthode d'autodéfense. Parce que si les chefs d'entreprise ne se défendent pas, c'est la mort qui les attend. Puisque je pense que tout le monde commence à comprendre que la médiation du crédit, c'est un piège monumental. Donc c'est terminé. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire comme j'ai fait. Je me suis donné en exemple. Là maintenant, j'ai quelques adhérents, ils commencent à être de plus en plus nombreux, qui ont fait comme moi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Il faut écrire à son banquier. Il y a des modèles de lettres. Déjà, il faut commencer par s'inscrire dans votre syndicat. Oui, parce que pour avoir accès au modèle de lettres, il faut s'inscrire dans le syndicat. Il faut avoir un avocat, et donc votre adresse, c'est csierp.fr. Tout à fait. Voilà. D'accord. Donc vous proposez aux entrepreneurs qui vous rejoignent d'envoyer une lettre à leur banque. Voilà. Alors il y a un modèle, il y a 2 modèles. Un modèle pour les entrepreneurs qui n'ont pas encore remboursé leur PGE. Oui. Voilà, il y en a de moins en moins. Hein. Et un autre modèle... Pour ceux qui ont commencé. Qui ont commencé, mais qui ne peuvent plus le rembourser. D'accord. Voilà, donc en fait, ça permet... C'est une simple demande de renseignement, on pose des questions, hein. On fait comprendre aux banquiers qu'on a encore un cerveau, et en même temps, on gagne du temps.
Comment va réagir la banque alors? Pas très bien. Au départ, elle va faire semblant de rien. Elle va vous prendre pour un imbécile comme d'habitude. Puis elle va dire oui, mais voilà, on a bien noté que vous avez des difficultés, monsieur ou madame. Mais je voudrais quand même vous informer que le fait de ne pas rembourser votre PGE implique des conséquences qui peuvent être quand même très dures pour votre entreprise. C'est-à-dire une action en justice. On va vous poursuivre. C'est-à-dire qu'on peut vous poursuivre en justice parce que, et ils vous disent que vous allez, si je comprends bien, vous voulez vous engager dans une opération de restructuration de votre dette, et donc ça implique des conséquences importantes. Et ils vous disent pas quoi. Parce que dans votre courrier, qu'on comprenne bien, Antonio Impellizzeri, vous conseillez donc aux entrepreneurs qui vous rejoignent de ne pas payer le remboursement du PGE. Ah ben non, parce que si moi je suis pas ou alors de l'arrêter s'il a commencé ce remboursement. Moi je dis pas aux gens ce qu'ils ont à faire. Moi je suis là pour les aider humblement. Mais après, s'il s'engage, il faut qu'il suive la procédure, votre procédure qui a été gagnante pour vous. Ah oui, gagnant, vraiment. Cette procédure que j'ai suivie a été couronnée d'un grand succès. Alors, moi, en fait, ce que je leur dis aux gens, si vous ne pouvez plus rembourser, n'allez pas voir le médiateur du crédit, puisque c'est un piège. Faites comme j'ai fait, écrivez-leur. Et si vous pensez que de toute façon, c'est pas la peine de leur écrire, passez à la phase supérieure. Parce que peut-être que là, il va falloir qu'ils passent à la phase supérieure. Parce que ce qu'il faut savoir, et ça c'est très important à dire à nos téléspectateurs, c'est que la banque, du jour au lendemain, elle peut prononcer ce qu'on appelle la déchéance du terme du PGE et donc rendre immédiatement exigible le remboursement de la totalité du prêt. C'est-à-dire qu'ils vont vous envoyer une première mise en demeure, à la rigueur, 2 mises en demeure. Moi, ils m'en ont envoyé 2. Mais heureusement, je leur avais coupé l'herbe sous le pied. Et justement, je propose à mes adhérents de couper l'herbe sous le pied aux banques. Parce qu'en fait, à la deuxième mise en demeure, ils m'ont laissé 8 jours pour leur rembourser les 94 000 €. Alors que je leur avais expliqué, ils s'en fichent complètement que je ne pouvais pas, quoi. Donc, si vous les mettez pas en demeure, là, c'est même pas la peine. Ils vont vous envoyer devant un tribunal de commerce. Et c'est terminé pour vous. Donc en fait, c'est très simple. Mais est-ce que vous êtes allé en justice, Antonio Oui, bien sûr. Vous avez été avec un avocat en justice, et comment est-ce qu'il vous a sorti de cette procédure? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que avant d'attaquer votre banque devant un tribunal de commerce, je vais répondre à votre question, Monsieur Bergerot. Donc vous faites une mise en demeure. J'insiste sur ce point, et c'est ce modèle de courrier de mise en demeure est sur le site. Il est accessible après adhésion. Vous laissez 15 jours à votre banque pour vous indemniser à hauteur du montant du PGE au minimum. Et vous leur dites, voici le préjudice que vous m'avez créé. C'est quoi ce préjudice? Attendez, vous nous dites que la banque va devoir vous indemniser quelque chose? Oui, puisqu'elle n'a pas respecté les règles de droit qui lui incombaient. C'est-à-dire vérifier au minimum les capacités financières de remboursement de son emprunteur. Et vous avez eu une indemnisation de votre banque? Bien sûr que non. D'accord. Ouais. Donc c'est pour ça que je les ai attaqués. D'accord. Mais on ne sait jamais, rêvons un peu. Mais bon, là c'est pareil, ça permet de gagner du temps. Et en plus, vous pourrez après produire votre mise en demeure devant le tribunal de commerce avec l'avocat du CIRP. D'accord. Et il n'y en a pas qu'un, maintenant il y en a plusieurs. Donc en fait, c'est quoi la nature du préjudice? Il y en a beaucoup. C'est un soutien bancaire abusif. C'est un prêt léonin. C'est un prêt qui est irremboursable, puisqu'en fait, on a obligé une entreprise à prendre un prêt alors qu'elle n'avait pas de capacité de remboursement. Alors qu'on n'a même pas vérifié qu'elle avait une capacité de remboursement. C'est un abus de position dominante. On peut dire ça, bien sûr. C'est le fait de dénoncer que la banque, voyant votre position de faiblesse, a usé de cette faiblesse pour vous faire signer un contrat, et alors qu'elle savait très bien que vous n'auriez jamais les capacités de rembourser. Mais bien sûr, puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA, l'École nationale des abrutis, l'École nationale d'administration, pour comprendre que quand on supprime un chiffre d'affaires, qu'on empêche une entreprise de travailler pendant plusieurs mois, il n'y a pas besoin d'avoir fait cette école pour comprendre qu'on ne pourra jamais rembourser un prêt. C'est pas possible. C'est un prêt qui a remboursé un chiffre d'affaires qu'on nous a supprimé. Et donc, en fait, c'est quoi le préjudice? Votre entreprise, elle ne vaut plus rien.
Vous êtes en surendettement, vous êtes coté Banque de France de façon très négative, vos perspectives de développement et même de survie sont très durement entravées, voire même compromises. Dès lors, et là je cite les articles qu'il faut, donc encore une fois, les adhérents ont ce modèle de courrier à leur disposition, et depuis mon avocat, il l'a abondé avec encore plus d'arguments. Vous leur laissez 15 jours, et si au bout de 15 jours, ils ne vous ont pas remboursé, indemnisé en dommages et intérêts par rapport au préjudice à hauteur minimum du PGE, vous les assignez, comme j'ai fait, devant le tribunal de commerce. Et alors après, pour répondre à votre question, comment que ça s'est passé ? Très bien. Très bien, voilà. Donc, ma banque, elle a pris un avocat. Bon, bah, le mec, excusez-moi du terme, mais bon, il n'a aucun argument, quoi. Il est très embêté. Et donc, voilà, moi, je suis tranquille. Mais le tribunal de commerce, il a pris une décision sur... Ah non, mais maintenant, on est parti pour au moins 1 an, là. D'accord, mais vous gagnez du temps, mais in fine, est-ce que vous n'avez pas la preuve aujourd'hui que... Ah bah non, parce que je suis le premier à avoir fait ça. D'accord. Voilà. Et donc, en fait, là, maintenant, ces procédures sont en train de se multiplier partout en France. Et donc, j'invite les chefs d'entreprise français qui ont compris qu'ils étaient face à un État prévaricateur et à des banquiers cupides, même si c'est un pléonasme, qu'il ne faut pas se laisser faire. On ne va pas se laisser assassiner comme ça. Je les invite à nous rejoindre. Et notre équipe d'avocats, des gens très, très, très compétents, avec des valeurs morales et des qualités humaines très développées, sont là pour soutenir l'ensemble des adhérents du syndicat. Et on va gagner. Parce que le but de tout ça, je vous remercie, Monsieur Bergerot, c'est que la procédure que j'ai initiée, encore une fois, qui est en train de se multiplier avec très nombreux adhérents, que ces procédures se multiplient partout en France. Il faut savoir aussi que j'ai des adhérents dans les territoires d'outre-mer, dans les départements d'outre-mer, Guadeloupe, La Réunion. Mais, in fine, vous n'avez pas la preuve que l'État ou la banque ne va pas vous saisir votre entreprise, en réalité. Ah ben non, elle ne peut pas. Elle ne peut pas me saisir. Est-ce que vous êtes sûr que dans votre cas, tout va se résoudre ? J'en suis sûr à 100%, puisque on est encore dans un état de droit. Le droit bancaire, oui, c'est sûr. Mais en tout cas, les règles bancaires qui n'ont pas été respectées... Ils ont violé leur propre règlement. N'ont pas été abrogées. Oui. Voilà. Appliquées. Elles n'ont pas été appliquées, et donc elles auraient dû appliquer des règles qui existent toujours. C'est pour ça que je dis, ces règles-là n'ont pas été abrogées. Donc, du coup, voilà, en tant que chef d'entreprise, on a encore un cerveau. Pour certains, on a fait du droit, c'est mon cas. Eh ben, il y a un droit bancaire, il faut respecter les règles. Alors, il y a quand même un fait notable, c'est que l'Allemagne a remboursé les banques, donc a effacé les PGE pour les entreprises et a remboursé les banques. Donc, en fait, pourquoi aujourd'hui Bercy refuse de faire comme l'Allemagne, à savoir renflouer ses banques ? Est-ce qu'il y a des raisons inavouées ? Bah oui, il y a des raisons inavouées. Parce que c'est tellement... Il y en a, ils vont dire, c'est irrationnel. Effacer 37 milliards d'euros ou 75 milliards d'euros, c'est irrationnel qu'ils ne le font pas. Non, c'est pas irrationnel. C'est tout simplement malveillant. Parce que n'importe qui a le sens du bien commun, c'est quand même un ministre, c'est quand même un président de la République. Moi, je suis un citoyen. Je martèle, effacer 37 milliards d'euros ou s'asseoir sur 75 milliards d'euros de produit intérieur brut, 1 million de chômeurs, ils s'en fichent complètement. Donc, c'est pas de l'irrationalité, c'est de la pure malveillance. Mais pour se mettre à la place de l'État, après, vous dire pourquoi. Ces 37 milliards d'euros, comment l'État pourra les récupérer ? Puisque les 37 milliards d'euros, c'est bien les dettes des entreprises sous PGE aujourd'hui. Tout à fait. Comment, si l'État donne ces 37 milliards aux banques pour les rembourser, lui, il va se retrouver avec un trou de 37 milliards dans ses caisses. Donc, comment il pourra récupérer cette somme ? Bah, rien qu'avec la TVA, c'est 80 milliards d'euros. Donc en laissant ces entreprises continuer à faire leur travail, elles vont dégager de la TVA et l'État va pouvoir récupérer ces sommes. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Bien sûr. Je suis en train de rechercher la source des 80 milliards d'euros. Voilà, je l'ai retrouvé. Voilà, ici. Alors, oui, voilà. Donc effectivement... Rien qu'en matière de TVA,
les TPE-PME représentent près de 80 milliards d'euros de recettes, c'est-à-dire 53% du total. Donc c'est énorme. J'invente pas ces chiffres. C'est donc, j'ai tiré ça d'un ouvrage qui s'appelle Statistiques DGFiP de septembre 2021, numéro 3, la taxe sur la valeur ajoutée en 2020. Donc déjà 80 milliards d'euros de recettes rien que pour les TPE-PME. Donc en fait, c'est malveillant. Est-ce que je vais employer le terme de criminel? Je me pose la question. On ne peut pas laisser des TPE-PME dans de telles difficultés, alors que l'Allemagne l'a fait. Donc moi, je me pose la question, pourquoi ils ne le font pas? Qu'est-ce que vous auriez à dire aux auto-entrepreneurs et aux entrepreneurs qui nous regardent aujourd'hui pour garder espoir et éventuellement vous rejoindre? Moi, je leur dirais, il ne faut pas se laisser absorber par la peur. Et il ne faut pas avoir peur des gens qui nous gouvernent. Vous êtes les forces vives du pays. C'est vous qui faites tourner le pays. Vous avez des familles. Ça fait, pour la plupart d'entre vous, ça fait des années que vous gérez votre entreprise du mieux que vous pouvez. Là, on vous a supprimé votre chiffre d'affaires. Vous vous en seriez bien passé. Vous n'avez jamais demandé à ce qu'on vous empêche de travailler. Donc maintenant, vous avez pris ce prêt pour ne pas mourir. Ce prêt est irremboursable. Vous êtes dans un état, vous contribuez grandement... Plutôt que de faire faillite, essayez de vous battre. Battez-vous. Qui se bat peut perdre, certes, mais moi je vous le dis, vous n'allez pas perdre. Tous ensemble, on va gagner, parce que l'union fait la force. Qui se bat peut perdre, mais qui ne se bat pas a déjà perdu. Vous êtes sûr aujourd'hui que le tribunal de commerce qui s'est chargé de votre dossier va vous donner raison? Mais bien sûr. Mais sinon c'est un tribunal mafieux. Ben, moi, je le dis, il y a des règles de droit. Je n'ai pas peur de le dire. Mesdames et messieurs les magistrats, si vous me regardez, vous avez prêté serment. Alors, oubliez votre serment à la franc-maçonnerie. Pour certains, je ne dis pas que vous êtes tous dans la franc-maçonnerie, mais vous avez prêté serment pour rendre la justice. Donc la justice, c'est de respecter le droit bancaire et donc d'indemniser les pauvres petits patrons qui vous donnent à manger d'ailleurs, puisque vous êtes fonctionnaire, je vous le rappelle. Donc, il y a des règles de droit, vous avez étudié le droit, donc ils devaient respecter un certain nombre de règles, dont s'enquérir des capacités financières de remboursement de l'emprunteur. Les banques ne l'ont pas fait, elles doivent être punies. Aujourd'hui, Antonio Impellizzeri, vous refusez donc de rembourser, ce PGE. Est-ce que vous avez de l'espoir quant au redressement de votre entreprise aujourd'hui? Bien sûr que je vais la redresser. Je ne sais pas quand, mais moi je suis un battant. Et les adhérents du CERP, ce sont tous des battants. Et les gens qui m'entourent, que ce soit des avocats, des juristes, des économistes, ce sont tous des battants. Et surtout des gens qui ont du cœur et qui ont des valeurs morales et des qualités humaines très développées. Est-ce que c'est le cas de nos dirigeants? Donc, c'est la fin de cet entretien. Antonio Impellizzeri, je rappelle à nos téléspectateurs qu'ils peuvent vous retrouver dans votre syndicat à l'adresse suivante, csierp.fr. Merci à vous, monsieur. Vous avez un mot de conclusion pour terminer notre entretien? Moi, j'ai envie de dire que j'ouvre la voie. Le CIERP ouvre la voie. On a plusieurs futurs qui s'offrent à nous. Le CIERP ouvre la voie d'un futur désirable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce futur désirable, il vous tend les bras, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise. En fait, il suffit juste de prendre le bon chemin. Je vous propose le bon chemin, où les problèmes de remboursement du PGE, ça ne sera plus qu'un lointain souvenir. Bon, écoutez, merci à vous de nous avoir suivis. Je voulais pas quand même mettre en avant, si vous le souhaitez. Oui, alors vous avez un projet de former un musée sur le linceul de Turin. Oui. Donc j'ai un ami qui est à la tête de ce projet qui souhaite ouvrir un musée consacré au linceul de Turin.
Et donc, je soutiens ce projet. Je tenais à le dire à votre antenne, Monsieur Bergerot. Merci à vous, Monsieur Impellizzeri, d'avoir été avec nous pour cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment nous laisser vos commentaires, partager un maximum à cette entreprise et laisser un pouce en l'air en dessous de cet écran. Merci à vous et on se retrouve la semaine prochaine.